On va continuer et maintenant on appelle Dr Takdmet, votre nom il est un peu difficile à prononcer, pour débattre l'hypertension artérielle de la femme enceinte et sa prise en charge. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, je commencerai, comme le veut l'usage, par remercier l'association de son invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à ces journées de formation continue, d'autant plus que nous allons traiter d'un sujet assez pointilleux, qui est l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. Je me considère chanceux d'avoir comme référence des recommandations assez récentes, donc qui remontent de 2023, sur lesquelles on va s'appuyer tout au long de cette présentation, à savoir c'est les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle. Alors tout d'abord, comme tout le monde le sait, je pense, la grossesse est riche en modifications physiologiques. Vous avez une augmentation de la volémie qui peut aller jusqu'à 50%, une baisse des résistances. Je disais donc une baisse des résistances vasculaires, notamment dans le système de vascularisation utérin, une chute de la pression artérielle qui est maximale à la 22e semaine, un état de thrombophilie, une insulinorésistance et un état d'immunosuppression. En quoi ces modifications sont intéressantes à connaître et qui d'ailleurs, dont l'objectif est de préparer l'organisme de la femme à la gestation et par la suite à l'accouchement. Donc c'est intéressant à connaître parce que ça peut démasquer un certain nombre d'anomalies précédemment méconnues. Ça peut démasquer une cardiopathie sous-jacente, et ça c'est assez fréquent, une néphropathie, des anomalies donc de thrombophilie héréditaire, un diabète, ça a été bien traité, et surtout, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, un état de pré-hypertension artérielle. Un petit mot sur ce système qui est le premier coupable à chaque fois qu'on parle d'hypertension artérielle, à savoir le système rénine-angiotensine-aldostérone. Faites attention, ce système n'est pas toujours mauvais. Par exemple, chez la femme enceinte, il est très très important pour le fœtus, dans la mesure où il permet le développement du système rénine-angiotensine du fœtus, d'ailleurs. Il permet également la régulation de la croissance rénale fœtale, ainsi de suite. Donc c'est un système qui est assez intéressant à connaître. Qu'est-ce qui fait qu'on a une hypertension artérielle gravidique? Donc la principale cause, c'est ce qu'on appelle la mauvaise placentation. Cette mauvaise placentation sera à l'origine d'une ischémie placentaire. Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de système rénine-angiotensine-aldostérone? Dans la pathologie qui nous concerne aujourd'hui, le SRAA et donc le rôle néfaste du SRAA est joué par le placenta. Donc un placenta ischémié va jouer le même mauvais rôle, entre parenthèses, que le SRAA au cours d'une hypertension artérielle quelconque. C'est-à-dire que, à partir du moment que la placentation est défectueuse, vous allez avoir une libération de substances toxiques au niveau de la circulation maternelle. Donc c'est la projection de la souffrance placentaire vers l'organisme maternel. Et ces substances toxiques vont être à l'origine d'une dysfonction endothéliale généralisée, d'une angiogénèse défectueuse au niveau du placenta, donc il va encore aggraver les choses, d'un syndrome inflammatoire, de vasospasme, ainsi de suite. Donc c'est pas très très intéressant. Donc quels sont les facteurs qui peuvent favoriser justement cette mauvaise placentation? Donc tout d'abord des facteurs génétiques, tels que le sujet de race noire, des facteurs mécaniques compressifs, donc la grossesse gémellaire, l'hydramnios. Quand vous avez une patiente qui multiplie les facteurs de risque cardiovasculaire, la primiparité, donc elle multiplie fois 6 le risque de mauvaise placentation et donc d'hypertension gravidique et autres, le stress, la précarité, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de facteurs prédisposants. À ce moment-là, donc selon les mécanismes physiopathologiques mis en jeu, vous allez avoir soit de l'hypertension artérielle gravidique ou bien ce qu'on appelle le HELP syndrome. Donc finalement, ce sont deux faces de la même monnaie. Le HELP syndrome, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, très brièvement. Donc on va parler beaucoup plus d'hypertension artérielle gravidique. Et là, vous avez une nouveauté. Donc la définition d'une hypertension artérielle gravidique a changé. Maintenant, on définit l'hypertension artérielle gravidique de la même manière que chez la population générale.
c'est-à-dire à partir de 140-90. Cela fait quelques années, cette définition était à partir de 160-90. D'accord? Donc on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans ce sens. Et là, je reprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle. Et qui a, d'ailleurs, je vous invite à la consulter parce qu'il y a tout un chapitre hypertension artérielle et grossesse. Et là, même définition. Donc ça, c'est la première nouveauté. Qu'est-ce qui est recommandé? La prise de la pression artérielle doit être faite de manière correcte, donc comme chez tout le monde d'ailleurs, après 5 minutes de repos en utilisant des appareils homologués. Mais à partir du moment que vous faites le diagnostic d'une hypertension artérielle, la prise au niveau du cabinet n'est pas suffisante. Donc la prise au niveau du cabinet permet de dire qu'il n'y a rien. Ça ne permet pas de dire qu'il y a quelque chose. Si vous avez un doute à ce moment-là, il faut passer soit à l'automesure avec la règle des 3 mesures sur 3 jours, matin, midi et soir, soit idéalement la mesure ambulatoire de la pression artérielle. À ce moment-là, si vous avez au niveau de l'automesure, donc c'est ce qui est le plus utilisé en général, si vous avez une pression artérielle au-delà de 135-85, à ce moment-là, vous pouvez poser le diagnostic d'une hypertension artérielle. Est-ce qu'elle est gravidique? Ça dépend. Donc on va voir par la suite quelle est la définition d'une hypertension artérielle gravidique. Donc pour la MAPA, au niveau des dernières recommandations, la grossesse est une excellente indication et là, donc il n'y a rien à prouver de l'utilisation de l'automesure. Très rapidement, à titre de rappel, la pression artérielle normale, donc sur une MAPA chez une femme enceinte, diffère selon les trimestres. Donc au T1, le jour c'est 120-77, la nuit 102-62, donc la pression doit baisser la nuit, bien entendu. Le deuxième trimestre 121-77, troisième trimestre 124-82 le jour et il y a une baisse la nuit. Ceci dit, c'est pas, je vous rassure, donc ces chiffres-là ne sont pas à retenir. Il suffit uniquement de retenir la définition du trouble, à savoir une pression artérielle au-delà, sur les 24 heures, de 130-85 mm de mercure. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Un petit mot très rapide. Le diagnostic d'une hypertension artérielle durant une grossesse doit toujours faire penser à l'HTA secondaire. Et ça, je pense qu'on ne pense pas à ça assez souvent. Donc si vous faites le diagnostic, il ne faut jamais hésiter, même si c'est différé, à rechercher une hypertension artérielle secondaire. Comment on classe maintenant une hypertension artérielle chez la femme enceinte? Tout dépend du moment du diagnostic. Si le diagnostic de l'hypertension artérielle est fait avant la 20e semaine, il faut suspecter une hypertension artérielle préexistante. La raison est très simple. L'hypertension artérielle gravidique, comme on l'a dit, est un phénomène placentaire. Et le phénomène placentaire n'apparaît qu'au-delà de la 20e semaine. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle ne doit être corrélée à la mauvaise placentation que si elle est diagnostiquée au-delà de la 20e semaine. Avant 20 semaines, il faut suspecter une hypertension artérielle préexistante. Au-delà de la 20e semaine, c'est-à-dire vous avez une pression artérielle normale, T1, au-delà de la 20e semaine, on a une anomalie. À ce moment-là, on parle d'hypertension artérielle gravidique, qui peut se manifester sous plusieurs formes. Donc elle peut être soit gestationnelle simple, sans complications, ou bien être compliquée. Et là, bien entendu, vous avez deviné, la principale complication à craindre, c'est la prééclampsie et au pire, l'éclampsie. Quelquefois, on peut ne pas trancher entre les deux, pour la simple raison que la patiente n'a pas consulté avant 20 semaines. Donc à ce moment-là, les choses sont un peu plus compliquées. Alors, prééclampsie, ça vient d'où? C'est un mot grec, éclampsis, qui veut dire lumière éclatante. Donc quand on parle de prééclampsie, automatiquement, il faut penser aux troubles visuels et de prééclampsie. D'accord? Donc elle a été décrite par un évêque, monsieur François Boisier, et elle est définie par l'occurrence subite de convulsions chez des patientes gestantes. La prééclampsie peut être sévère si vous avez des manifestations hypertensives sévères, une atteinte rénale, des complications hémodynamiques à type d'œdème aigu des poumons, des troubles neurologiques, des thrombopénies sévères. Et là, vous voyez que finalement tout se rejoint. L'hypertension artérielle rejoint le HELP syndrome. Donc là, vous avez l'association catastrophique. Alors, la prééclampsie, pourquoi avoir défini cette entité qui est la prééclampsie? Pourquoi ne pas parler d'éclampsie?
Parce qu'il faut penser que il faut prévenir l'éclampsie. L'éclampsie ne doit pas survenir. Pour cette raison, quelles sont les recommandations justement pour déceler une pré-éclampsie à des stades assez précoces? Donc, il est recommandé de rechercher une protéinurie par bandelette, au moins une fois par mois chez la femme enceinte. Si vous avez un résultat supérieur à une croix, à ce moment-là, il faut passer à la protéinurie ou bien à la microalbuminurie. Et si vous faites le diagnostic, c'est-à-dire de la pré-éclampsie, à ce moment-là, il faudra proposer la prise en charge que nous allons voir par la suite. À ce moment-là, j'insiste sur le titre que j'ai mis. J'ai mis parcours de soins. Traitement et parcours de soins. C'est-à-dire que la prise en charge de l'hypertension artérielle, elle se fait tout au long de la grossesse. Donc ça commence par la prévention, par le diagnostic, par la prise en charge précoce, et la hantise, c'est d'arriver jusqu'à l'éclampsie. Donc ça normalement, à notre époque, ça ne doit plus exister. Ce parcours commence d'abord par la consultation préconceptionnelle, pour justement avoir une bonne nosologie, c'est-à-dire définir les choses comme... Donc si vous avez fait le diagnostic d'une hypertension artérielle avant la grossesse, là, ça va faciliter par la suite la prise en charge. Au cours de cette consultation préconceptionnelle, si vous avez une patiente qui est déjà hypertendue, très très important, il faut arrêter tout bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Vous savez très très bien que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ARA2 sont tératogènes, tout le monde le sait. C'est vrai que cet effet tératogène n'est pas présent au premier trimestre, mais normalement, toute femme désirant une grossesse, ou encore mieux, en âge conceptionnel, donc qui potentiellement peut tomber enceinte, ne doit pas bénéficier ou bien un traitement bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ceci dit, si on n'a pas le choix, donc si c'est une patiente déjà sous bloqueur, à ce moment-là, il faudra penser à arrêter dans la consultation préconceptionnelle. Il faut bien interroger la malade à la recherche des facteurs de risque, il faut dépister l'hypertension artérielle, prescrire un bilan initial, il faut informer et éduquer la mère, c'est-à-dire il faut idéalement avoir un appareil à la maison, faire des automesures assez régulièrement, même si ce n'est pas à domicile, donc les pharmacies ou bien les structures de soins sont sont disponibles. Il faut également éduquer par rapport à l'hygiène de vie. S'il y a des anomalies de la pression artérielle, ne pas hésiter à prescrire un repos, voire même des arrêts de travail. Ça a été très bien dit et expliqué par ma collègue tout à l'heure. Il ne faut jamais amaigrir une femme enceinte, c'est très dangereux. Donc il y a une prise de poids qui est recommandée. Voilà, les chiffres, vous les avez, en fonction de l'indice de masse corporelle. Mais même si vous êtes en face d'une obésité, c'est dangereux de proposer un amaigrissement chez la femme enceinte. Il faut bien entendu aider au sevrage tabagique et dépister le syndrome d'apnée du sommeil. On aurait d'ailleurs pu proposer toute une communication sur l'apnée du sommeil, tellement c'est un sujet qui est vaste. À partir du moment que vous avez fait le diagnostic d'une hypertension artérielle, définie soit par une MAPA ou bien une automesure, ainsi de suite, tout ça a été bien expliqué. Si vous avez une pression artérielle au-delà de 140-90, il faut traiter. Et là, encore une fois, c'est une nouveauté. On ne recommandait un traitement qu'à partir de 160 mm de systolique. Ce n'est plus le cas. Il faut traiter, mais sans pour autant être agressif. C'est-à-dire vraiment viser les 140-90. À partir du moment que vous avez 135-85 par exemple, il faut penser soit à abaisser, donc baisser la dose, changer de classe, voire arrêter le traitement quelquefois. Il ne faut pas être plus agressif que 140-90. Ceci dit, il ne faut pas attendre des pressions artérielles plus élevées, 160, 170, ainsi de suite. Et là, bien entendu, c'est des recommandations qui s'appuient sur des études. Si vous avez une hypertension artérielle sévère, au-delà de 160, 111 mm de mercure, cette patiente-là nécessite une hospitalisation en unité de grossesse à haut risque. Malheureusement, chez la femme enceinte, les alternatives thérapeutiques ne feront pas légion. Donc vous avez l'alpha-méthyldopa. L'alpha-méthyldopa, vous pouvez aller à des doses très très importantes. Donc les comprimés de 250, on peut arriver jusqu'à 12 comprimés, faites attention. Il ne faut pas se contenter de 4-6 comprimés, ainsi de suite. Dans les cas extrêmes, on peut aller jusqu'à 12 comprimés. Le labétolol, qui est un bêta-bloquant, il y a des choses à dire dessus, on va en parler tout à l'heure.
si vous avez, s'il y a nécessité de prescrire un bêta-bloquant, idéalement c'est le labetalol. Après, c'est pas toujours disponible. Les autres, c'est pas interdit de les prescrire. Il faut savoir que il y a des répercussions sur le fœtus, notamment les bas poids de naissance et les bradycardies à la naissance. L'anicardipine, nifedipine, donc ce sont les inhibiteurs calciques. Donc vous voyez que finalement, nous n'avons à notre disposition que 3 classes thérapeutiques. Quels sont les traitements non recommandés? Toutes les formes parentérales doivent être réservées aux urgences. Toutes formes parentérales. Il ne faut pas s'acharner à abaisser rapidement la pression artérielle, s'il n'y a pas une urgence. Les diurétiques sont déconseillés. On peut les utiliser, mais il faut faire attention parce qu'il y a un risque d'hypovolémie assez important et un risque d'hypotrophie fœtale également. Les bêta-bloquants, même principe, donc labetalol ou bien métoprolol, donc idéalement. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les inhibiteurs, plutôt les antagonistes du récepteur d'angiotensine 2, sont contre-indiqués. La spironolactone également. Je ne l'ai pas mentionné. Donc voici, ces traitements-là sont également repris au cours des dernières recommandations. Donc vous voyez qu'il y a interdiction, contre-indication à prescrire les IEC et les ARA2. On peut envisager les thiazidiques, mais vraiment il faut les laisser en dernier recours et vraiment faire très très attention, surveillance régulière du poids fœtal, ainsi de suite. D'accord? Très bien. Les bêta-bloquants, c'est vrai qu'il y a une crainte à prescrire les bêta-bloquants chez la femme enceinte. On est un peu rassuré par ces dernières recommandations, même si les bêta-bloquants sont de mauvais antihypertenseurs, mais la gestation figure parmi les indications de l'utilisation des bêta-bloquants pour le traitement d'une hypertension artérielle. On a parlé de parcours de soins, donc il faut prévenir avant de guérir. Il faut savoir prescrire l'aspirine à faible dose à chaque fois qu'il y a un facteur de risque, à chaque fois qu'il y a un antécédent d'HTA gravidique, à chaque fois qu'il y a un diabète gestationnel, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'indications qu'il faut respecter. HTA et allaitement, c'est également assez. Donc là, on parle en postpartum. Pratiquement, tous les traitements passent dans le lait maternel, pratiquement. Maintenant, si vraiment on a envie de maintenir l'allaitement, donc ce qui est conseillé, à condition que l'hypertension artérielle soit contrôlée par les traitements qu'on a cités tout à l'heure, alpha-méthyldopa, bêta-bloquant, inhibiteur calcique. À partir du moment que vous n'avez pas un bon contrôle tensionnel sous ces classes thérapeutiques, il faudra passer au traitement qu'il faut et interdire l'allaitement. Petite parenthèse, l'HTA gravidique, c'est une entité qui s'arrête à partir du 3e mois postpartum. Attention. On ne considère pas que c'est une HTA gravidique si on n'a pas donné au moins 3 mois de traitement par la suite. Il faut maintenir le traitement. Et la réévaluation se fait à partir du 3e mois. Ça, c'est entre parenthèses. La contraception, il ne faut pas prescrire. Les œstroprogestatifs ne sont bons pratiquement jamais. Donc, si vous pouvez les éviter, idéalement, il faut prescrire soit des progestatifs, soit des moyens locaux, ainsi de suite. Donc, il faut éviter les œstroprogestatifs. Et idéalement la contraception non hormonale. La consultation postpartum doit se faire à distance. Chez toute femme ayant présenté une hypertension artérielle durant la grossesse, donc il faut la réévaluer à 1 mois et à 3 mois. À partir de 3 mois, c'est à ce moment-là qu'on peut trancher est-ce une hypertension artérielle liée à la grossesse, point, ou bien c'est une hypertension artérielle pérenne, qu'elle soit préexistante ou qu'elle ait été pérennisée par la grossesse, c'est-à-dire démasquée par la grossesse. Ceci dit, même si vous avez une régression des chiffres tensionnels, la survenue d'une HTA gravidique ou d'une prééclampsie en général est considérée comme un marqueur de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, il y a un surrisque cardiovasculaire d'une part, et c'est une patiente qui tôt ou tard est amenée à faire de l'hypertension artérielle. Quelques chiffres. Donc vous avez, une fois que vous avez fait ce diagnostic-là, 3 fois plus, juste de 3 à 6 fois plus de chances de développer une hypertension artérielle, 2 fois plus de chances de développer une coronaropathie, un AVC également, ainsi de suite, un diabète. Donc vous voyez que c'est un marqueur de risque. Donc il faut rassurer,
Mais il faut dire que c'est une patiente qui doit nécessiter une surveillance de près, une prévention cardiovasculaire rigoureuse. Très bien. Bon, maintenant, on a parlé de traitement et de prévention. Que fait-on maintenant si on est devant une prééclampsie? Tout dépend du moment de survenue. Une prééclampsie est considérée comme précoce si elle survient avant la 32e semaine d'aménorrhée. Si vous avez une vraiment prééclampsie très précoce, avant la 24e semaine, à ce moment-là, il faut interrompre la grossesse, ou du moins discuter son interruption. Entre 24 et 34 semaines, on peut proposer une expectative, mais l'interruption thérapeutique de la grossesse doit rester une alternative sérieuse. Et on peut attendre. Entre 34 et 36 semaines, il faut proposer un accouchement prématuré, c'est-à-dire il faut interrompre la grossesse. Au-delà de 37 semaines, là, il n'y a pas de problème. Bon, on n'a pas de problème à provoquer l'accouchement à ce moment-là. Donc vraiment, la zone qui est problématique, c'est entre 24 et 34 semaines, où là, il faut une surveillance de près, il faut gagner un maximum de semaines, d'autant plus que la prééclampsie, vous avez automatiquement une hypotrophie fœtale, donc il va compliquer les choses par la suite. Si vous avez une prééclampsie diagnostiquée avant 34 semaines, il ne faut pas oublier la prescription immédiate de corticoïdes. Vous avez deviné, c'est pour la maturation pulmonaire. Donc, comme ça, on est un peu plus à l'aise à proposer l'interruption de la grossesse immédiatement. Voilà, donc ça ne fait que résumer ce que j'ai dit. La prééclampsie n'est pas la seule urgence qui peut survenir. Donc, vous pouvez avoir des hypertensions malignes, des encéphalopathies. Dans ce cas-là, la baisse de la pression... Oui, j'ai bientôt terminé. Donc, dans ce cas-là, la baisse de la pression artérielle ne doit pas être agressive. Par contre, si vous avez un OAP, une dissection de l'aorte ou une éclampsie sévère, à ce moment-là, il faut abaisser de manière agressive la pression artérielle. Pour la prise en charge maintenant de l'éclampsie, les troubles visuels, donc c'est le principal symptôme. D'ailleurs, cette pathologie en tire le nom. Physiopathologiquement, c'est un œdème vasogénique cérébral. Le principal traitement, mis à part l'extraction fœtale, c'est le magnésium. Donc ça, c'est vraiment pour gagner du temps, pour ne pas trop s'attarder. À côté de ça, la baisse de la pression artérielle doit se faire de manière parentérale par l'utilisation, idéalement, d'inhibiteurs calciques. Donc pourquoi j'ai parlé de ce traitement-là et non pas de l'abétol, etc. On ne va pas faire de la science-fiction. Le seul traitement parentéral qui est disponible, ce sont les inhibiteurs calciques. En 1 minute, on va résumer ou reprendre les recommandations de la Société européenne d'hypertension. Donc, une hypertension artérielle gravidique est considérée à partir de 140-90 mm de mercure. En cas d'hypertension artérielle gestationnelle, on doit abaisser la pression artérielle avec un objectif de 140-90, pas moins. Le labétolol, l'alpha-méthyldopa et les inhibiteurs calciques sont les traitements recommandés. Si vous avez une pression artérielle qui est en deçà de 140-90, il faut uptitrer, c'est-à-dire diminuer les doses, voire arrêter. C'est interdit d'administrer un IEC ou un ARA2. L'aspirine doit être prescrite très précocement pour éviter justement la mauvaise placentation. Une hypertension artérielle sévère définie par 160-16-10 doit subir une hospitalisation. J'espère que j'ai été clair et je vous remercie pour votre attention.